Le silence dans la grande salle du palais de Zahara était plus assourdissant que n'importe quel cri. Des centaines de regards, lourds de tradition et de jugement, étaient fixés sur le cher Khalid, dont la posture rigide trahissait le poids de la couronne qu'il portait. Devant lui se tenait Amélie, une silhouette frêle enveloppée dans des soies et des broderies d'or qui semblaient lui voler son identité. Un voile impénétrable cachait son visage, la transformant en un mystère, un contrat vivant, une promesse d'héritier pour un royaume au bord du gouffre. L'air vibrait de la chaleur du désert et de l'odeur capiteuse de l'encens, mais pour eux deux, il n'y avait que le froid d'un accord scellé. Khalid sentait le parchemin du contrat brûler symboliquement dans sa poche. Chaque clause, un maillon de la chaîne qui les liait. Le destin de son peuple reposait sur ce mariage, sur cette femme inconnue dont il allait bientôt découvrir le visage et réclamer la soumission. Les doigts du cheikh, habitués à tenir le sceptre du pouvoir, effleurèrent avec une lenteur calculée la délicatesse du voile. Le tissu, léger comme un souffle, semblait résister un instant. Ultime barrière entre deux mondes que tout opposait. Lorsqu'il le souleva enfin, ce ne fut pas la soumission attendue qu'il découvrit, mais une paire d'yeux bleus où brûlait une flamme de dignité farouche. Amélie n'était pas une poupée docile. Son visage, d'une beauté pure et simple, était marqué par une détermination silencieuse qui le déconcerta. Leur premier regard fut un choc, une collision silencieuse entre son autorité de fer et sa résilience inattendue. Il vit en elle non pas la simplicité qu'il avait choisie pour éviter les complications, mais une profondeur qui menaçait de déstabiliser l'équilibre précaire de leur arrangement. Elle, de son côté, vit un homme emprisonné dans une cage dorée, un souverain dont la solitude était aussi vaste que le désert qui l'entourait. Les vœux furent prononcés, des mots anciens et sacrés qui sonnaient faux dans le contexte de leur union. Chaque promesse de fidélité et d'amour éternel était un parjure murmuré devant les anciens du royaume. Pour Khalid, ces paroles n'étaient qu'une formalité nécessaire pour légitimer l'héritier à venir, l'unique but de ce spectacle grandiose. Pour Amélie, chaque syllabe était le prix à payer pour la vie de sa mère, un sacrifice de sa propre liberté sur l'autel de l'amour filial. Elle sentait le poids de son choix, la morsure de la solitude au milieu de cette foule étrangère. Le contrat, bien plus puissant que n'importe quel serment religieux, dictait les termes de leur vie commune. Un enfant puis la liberté. Mais en cet instant, alors que leurs mains se touchaient pour la première fois, une étrange énergie parcourut leurs doigts, un frisson qui n'avait rien à voir avec le devoir ou l'argent. Si le poids de ce destin scellé par un contrat a déjà commencé à toucher votre cœur, si la promesse d'un amour impossible au milieu du sable et de l'or vous captive, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des épreuves qui attendent ces deux âmes. Aimez cette vidéo pour nous montrer que vous ressentez la tension de ce premier regard et commentez pour nous dire ce que vous espérez pour Amélie. Votre soutien nous permet de continuer à tisser ces histoires où l'orgueil des rois se heurte à la force insoupçonnée du cœur. Rejoignez notre communauté et plongez avec nous dans les secrets du palais de Zahara, là où chaque silence cache une tempête et chaque geste peut changer le cours d'un empire. La cérémonie achevée, un tonnerre d'applaudissements polis et sans chaleur éclata, se brisant contre le mur de silence qui s'était déjà érigé entre les nouveaux époux. Khalid se retourna sans un mot et commença à marcher, son allure impérieuse ne laissant aucune place à l'hésitation. Amélie, entravée par la lourdeur de sa robe de mariée, lui emboîta le pas, se sentant comme une ombre dans son sillage. Ils traversèrent des couloirs infinis, aux murs recouverts de mosaïques scintillantes et de tapisseries anciennes, des témoins muets de leur parade glaciale. Chaque pas résonnait sur le marbre poli, un écho à la vacuité de leur union. Elle serrait discrètement dans sa main un petit médaillon caché sous son gant, un fragment de sa vie parisienne, un rappel de la raison pour laquelle elle endurait cette humiliation dorée. Le palais était une merveille architecturale, mais pour elle, il n'était qu'une prison magnifique dont les barreaux étaient faits d'or et de devoir. Ils arrivèrent enfin devant une immense porte en bois sculptée, gardée par deux eunuques immobiles, comme des statues. C'était la porte de leurs appartements, le seuil de leur nouvelle vie, le lieu où le contrat devait commencer à être honoré. Khalid posa sa main sur le lourd battant et l'ouvrit, révélant une chambre somptueuse, baignée dans la lumière ambrée du crépuscule. Des soieries,
Des coussins brodés et des pétales de rose recouvraient le sol et le lit monumental. C'était une scène préparée pour la Passion, mais l'air était glacial, chargé d'une attente pesante et d'une gêne palpable. Le chair se tourna à moitié vers elle, son visage une forteresse impénétrable, et d'un geste de la tête, il lui indiqua d'entrer. Il ne la regardait pas, il regardait à travers elle, comme si elle n'était qu'une pièce sur l'échiquier de sa succession. Amélie s'arrêta sur le seuil, le cœur battant, consciente que franchir cette porte signifierait abandonner la dernière parcelle de qui elle était. En franchissant le seuil, Amélie fut assaillie par un parfum opulent de rose et de jasmin, une fragrance si riche qu'elle lui parut étouffante. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd et final, scellant son destin dans cette cage dorée. La chambre était un tableau de maître, une symphonie de soie pourpres et d'or scintillant sous la lueur des lanternes, mais chaque objet de luxe semblait se moquer de sa propre histoire. Une image fugace traversa son esprit, son petit appartement parisien, sous les toits de Montmartre, où la lumière du matin filtrait à travers une fenêtre modeste, pour éclairer la poussière dansant dans l'air. Elle revit le petit vase en verre, où trônait parfois une unique rose, un trésor qu'elle s'offrait après une semaine de dur labeur. Cette chambre, avec ses pétales jonchant le sol, était un désert de solitude comparé à la chaleur de ce souvenir. Un monde où elle était encore elle-même, libre et anonyme, avant que le destin ne vienne frapper à sa porte avec la brutalité d'un créancier. Le déclin avait été aussi rapide qu'impitoyable. Son père, un homme d'affaires respecté dans le milieu de l'art, avait tout perdu dans une spéculation hasardeuse, un pari qui avait non seulement anéanti leur fortune, mais aussi brisé son esprit. Du jour au lendemain, les portes des salons parisiens s'étaient refermées. Les sourires amicaux s'étaient transformés en murmures méprisants, les invitations en regards fuyants. Amélie avait appris à marcher la tête haute dans les rues où l'on chuchotait son nom, le mot « ruine » collé à sa réputation comme une ombre tenace. Elle avait dû abandonner ses études d'histoire de l'art, vendre les derniers vestiges de leur vie passée. Chaque objet cédé étant un morceau de son identité qui s'envolait. Elle était devenue une paria dans son propre monde, une silhouette invisible portant le poids d'une honte qui n'était pas la sienne, ce qui avait fait d'elle la candidate parfaite pour un contrat qui exigeait une femme sans attache et sans pouvoir. Puis, comme si le sort s'acharnait, la maladie de sa mère s'était déclarée, une ombre insidieuse qui grignotait lentement la femme vibrante qu'elle avait toujours connue. Les couloirs d'hôpital, avec leur odeur aseptisée et leur lumière blafarde, étaient devenus son second foyer. Elle passait des heures à écouter les diagnostics pessimistes des médecins, des mots techniques qui sonnaient comme une condamnation, jusqu'à ce qu'un spécialiste lui parle d'un traitement expérimental en Suisse, une lueur d'espoir fragile, mais réelle, dont le coût était aussi astronomique que la promesse qu'il portait. C'est là que le désespoir avait pris racine. Elle aurait tout fait pour réunir cette somme, pour acheter du temps, pour voir à nouveau le sourire de sa mère. Ce contrat, cette union avec un cher inconnu dans un pays lointain, n'était pas un choix mais l'unique chemin qui s'offrait à elle. Un sacrifice ultime sur l'autel de l'amour filial, le prix de la vie contre le don de la sienne. Khalid se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, contemplant l'obscurité grandissante du désert. Il ne lui avait pas adressé un seul mot depuis qu'ils étaient entrés. Le silence était une arme, une façon de lui rappeler sa place, le rôle qu'elle devait jouer. Mais alors qu'il s'attendait à la voir trembler, à la sentir se recroqueviller sous le poids de la situation, il perçut autre chose dans le reflet de la vitre. Amélie se tenait droite, les mains jointes devant elle, non pas dans une posture de soumission, mais dans une attitude de dignité contenue. Son menton était légèrement relevé, un défi muet lancé à l'opulence qui l'entourait. Elle ne pleurerait pas. Elle ne le supplierait pas. Elle honorerait sa part du contrat avec la même force tranquille qu'elle avait utilisée pour affronter la pitié et le mépris à Paris. Elle était une survivante, et cette force intérieure invisible pour le monde était la seule chose que personne ne pourrait jamais lui acheter ou lui enlever. Il se tourna finalement vers elle, ses yeux sombres la scrutant comme s'il cherchait une faille dans son armure. « Vous savez ce qui est attendu de vous, » dit-il, sa voix grave et dépourvue de toute chaleur, résonnant dans la pièce silencieuse. Ce n'était pas une question, mais un ordre. Amélie sentit une vague de froid la parcourir, mais elle soutint son regard. Elle se vit à travers ses yeux, un instrument, un ventre destiné à porter l'héritier d'un royaume.
Elle se regarda dans le grand miroir mural, et la femme qui lui faisait face était une étrangère. Vêtue de soie lourde, parée de bijoux qui pesaient sur sa peau, son visage encadré par des cheveux savamment coiffés, elle n'était qu'une poupée magnifique et sans âme. La vraie Amélie, celle qui aimait marcher sous la pluie et lire des livres anciens, était enfouie sous ces couches de faux semblants. Le contrat était bien plus qu'un accord financier. C'était un acte de dépossession, une lente érosion de son être. Pourtant, alors que la nuit tombait sur le désert, enveloppant le palais dans son manteau d'encre et d'étoiles, une minuscule flamme de résistance persistait en elle. Elle s'approcha de la fenêtre après que Khalid se fût retiré dans une autre partie des appartements, lui laissant cet espace comme un territoire à la fois offert et conquis. Elle posa sa main sur la fraîcheur du verre et regarda au loin. Le ciel infini, pur et sans la pollution lumineuse de Paris, lui parut être une promesse. Chaque étoile était un rappel qu'il existait un monde au-delà de ces murs, au-delà de ce contrat. Elle pensa à sa mère, à l'espoir que son sacrifice lui offrait. Cette pensée était son ancre, sa raison de supporter l'insupportable. Elle n'était pas seulement la fiancée d'un cher, elle était la fille d'une femme qu'elle aimait plus que sa propre vie. Et pour cet amour-là, elle apprendrait à survivre dans le désert, à trouver de l'eau là où il n'y avait que du sable, et à faire fleurir sa propre rose au milieu de l'aridité. Khalid quitta la pénombre de la fenêtre et s'approcha d'elle, sa démarche lente et délibérée, celle d'un prédateur arpentant son territoire. Il s'arrêta à quelques centimètres à peine, une montagne d'autorité vêtue de noir et d'or, son ombre l'engloutissant presque entièrement. L'air se chargea d'une électricité palpable, un mélange de son parfum viril de musc et de cuir et de la tension qui émanait de lui. Il ne la regardait pas comme une épouse, mais comme une acquisition précieuse et potentiellement dangereuse, un objet dont il devait évaluer la solidité. Sa main se leva non pour la caresser, mais pour effleurer le fermoir d'un collier de diamants qui ornait son cou, un geste clinique presque insultant. « Ce palais a des règles, mademoiselle. La première est l'obéissance. Votre vie parisienne est terminée. Ici, vous n'êtes rien d'autre que ce que je décide que vous soyez. » Sa voix était un murmure grave et froid. Chaque mot une chaîne invisible qui se resserrait autour d'elle. Il s'attendait à la voir trembler, à voir la peur dans ses yeux, mais il ne trouva qu'un calme déconcertant. Amélie ne recula pas. Une vague de terreur glacée menaça de la submerger. Mais elle la repoussa avec la même détermination qui l'avait fait traverser les épreuves de sa vie. Elle sentait le froid des diamants contre sa peau, un contraste saisissant avec la chaleur de son indignation. Elle releva légèrement le menton, un geste infime mais lourd de signification, et plongea son regard dans le sien. « Je connais les termes du contrat, Votre Altesse. Je ne suis pas une de vos sujettes, mais votre partenaire dans un accord. Je suis ici pour honorer ma parole, pas pour me soumettre à votre tyrannie. » Sa voix était douce mais ferme comme l'acier, une mélodie française inattendue dans la sévérité de cette chambre arabe. Un éclair de surprise traversa ses yeux sombres, une fissure dans sa façade impénétrable. Il n'était pas habitué à une telle audace, surtout de la part d'une femme qu'il avait achetée et payée pour sa docilité. Elle ne détourna pas les yeux, le défiant silencieusement de voir au-delà du contrat, de voir la femme qu'il essayait de briser. Ce n'était pas de l'insolence, mais une force tranquille qui le déstabilisait plus que n'importe quel cri ou larme. Khalid se retrouva captivé, malgré lui, par la flamme qui brûlait dans ses yeux bleus. Son regard, d'abord possessif, se fit plus inquisiteur, glissant de ses yeux à la courbe de ses lèvres, puis à la ligne délicate de sa mâchoire. Il huma inconsciemment le parfum subtil qui émanait d'elle, un mélange de fleurs d'oranger et de la fraîcheur de la pluie parisienne, si différent des senteurs opulentes et capiteuses de son palais. C'était l'odeur d'un autre monde, qu'un monde de liberté et de simplicité qu'il avait à la fois méprisé et secrètement envié. Une attraction brute, primale, qu'il n'avait ni anticipée ni désirée, s'éleva en lui comme une tempête de sable, menaçant de balayer son contrôle de fer. Cette femme n'était pas un vase vide à remplir, mais une rivière au courant puissant cachée sous une surface paisible. Il la désirait et se détestait pour cela. Il fit un pas de plus, abolissant la distance qui les séparait, et saisit son poignet. Le contact de sa peau chaude contre la sienne fut comme une décharge électrique, un choc qui les figea tous les deux. Mais son emprise, destinée à être une démonstration de force,
fut étrangement tempérée, presque hésitante. Leurs yeux se verrouillèrent, et dans ce silence soudain, les titres et les contrats s'évanouirent, laissant place à un homme et qu'une femme, nus dans leur vulnérabilité. Elle vit la solitude d'un roi enchaîné à son trône, le poids d'un royaume sur des épaules trop rigides. Il vit la peur d'une femme qui se battait pour ne pas se noyer, sa fierté comme unique bouée. Pour la première fois, il ne vit pas l'instrument de sa succession, mais une âme dont la résilience faisait écho à une partie oubliée de lui-même. La température de la pièce sembla monter de plusieurs degrés, l'air s'épaississant d'une tension qui n'était plus hostile, mais dangereusement intime et chargée de promesses inexprimées. Le contact la brûla autant qu'il le surprit. Cette connexion inattendue était une menace, une brèche dans la forteresse qu'il avait mis des années à construire autour de son cœur. Il la lâcha brusquement, comme si sa peau était incandescente, et fit un pas en arrière, rompant le sortilège. Son visage se referma, le masque glacial du cheikh reprenant sa place. « N'oubliez jamais pourquoi vous êtes ici », siffla-t-il, sa voix redevenue un acier tranchant, plus dur encore pour compenser sa faiblesse passagère. « Vous êtes la mère de mon héritier, rien de plus. Ne vous méprenez pas sur la nature de notre relation. » Chaque mot était une pierre jetée pour reconstruire le mur entre eux, une tentative désespérée de la repousser, de se repousser lui-même, loin de ce sentiment interdit. Sans un autre regard, il lui tourna le dos et se dirigea vers une autre partie des appartements, la laissant seule au milieu de la splendeur froide de la chambre, le silence retombant comme un linceul. Amélie resta immobile, le souffle court, l'écho de ses paroles cruelles résonnant dans le silence. Sa main se porta à son poignet, là où la chaleur de ses doigts persistait encore, une empreinte fantôme sur sa peau glacée. Ce bref instant de contact avait tout changé. La haine et la peur qu'elle ressentait s'étaient muées en une émotion plus complexe, un trouble mêlé de pitié et d'une étrange curiosité. Elle comprit que l'homme derrière le cheikh était aussi prisonnier qu'elle, enfermé dans une cage d'orgueil et de devoir, effrayé par la moindre fissure dans son armure. Il n'était pas un monstre, mais un homme blessé qui utilisait le pouvoir comme un bouclier. Elle se tourna vers la grande fenêtre, mais le désert ne lui parut plus seulement hostile. Il était aussi le reflet d'une âme tourmentée, un vide immense où, peut-être, quelque chose d'inattendu pourrait un jour prendre racine. La nuit ne lui semblait plus être une fin, mais le début d'une longue et périlleuse traversée. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une chorégraphie silencieuse et tendue, une guerre feutrée menée dans les couloirs dorés du palais. Chaque matin, le petit déjeuner leur était servi sur une terrasse surplombant les jardins luxuriants, une oasis de paix qui contrastait violemment avec la tempête qui couvait entre eux. Khalid s'attendait à la voir brisée, à trouver une femme éteinte qui accepterait son sort avec la résignation d'un oiseau en cage. Mais Amélie lui opposait une force inattendue, une dignité polie qui était une armure bien plus redoutable que n'importe quelle rébellion ouverte. Elle ne baissait jamais les yeux, répondait à ses ordres laconiques par une courtoisie glaciale, et se mouvait dans le luxe opulent qui l'entourait avec une indifférence qui le rendait fou. Elle était là, physiquement présente, mais son esprit semblait voyager loin, dans un monde intérieur où il n'avait aucune prise. Un royaume secret qu'il se mit à désirer conquérir plus que tout autre. Il tenta de la plier à sa volonté par des moyens détournés, en essayant de la dépouiller de tout ce qui la rattachait à son ancienne vie. Un matin, il fit enlever toutes ses robes parisiennes, simples et élégantes, pour les remplacer par des cafetans somptueux, lourds de broderies et de pierres précieuses. Il pensait ainsi l'effacer, la transformer en une image conforme à son monde, une cheika de Zahara sans passé. Mais lorsqu'elle apparut au dîner, vêtue d'une de ses créations magnifiques, elle n'avait rien perdu de son essence. Au contraire, la soie bleu nuit ne faisait que rehausser l'éclat de ses yeux et la pâleur de sa peau, et elle portait la tenue non pas comme un costume imposé, mais avec une grâce naturelle qui semblait se moquer de sa tentative de domination. Elle le remercia d'une voix neutre pour ce cadeau, et le mot résonna comme une insulte, lui rappelant qu'il pouvait acheter ses vêtements, mais pas son âme. Chaque tentative de la soumettre se retournait contre lui, la rendant plus fascinante et plus insaisissable. Frustré par sa résistance passive, il décida de lui montrer la véritable étendue de son pouvoir, de lui faire sentir à quel point elle était insignifiante face à l'immensité de son royaume.
Il l'emmena dans ses écuries royales, un sanctuaire de marbre et de bois précieux, où reposaient les plus fiers pur sang arabes du monde. Au centre se tenait Fajr, son étalon noir, une créature magnifique et sauvage que lui seul pouvait monter. L'animal était le symbole vivant de sa puissance, indomptable, fier et répondant uniquement à la main de son maître. Il s'attendait à ce qu'elle soit effrayée, ou du moins impressionnée par cette démonstration de force brute. Il fit sortir l'étalon, qui caracola et hennit, ses sabots frappant le sol dans un bruit de tonnerre. C'était un spectacle conçu pour intimider, pour lui rappeler qu'il était un roi, un homme qui domptait les tempêtes et les bêtes sauvages, et qu'elle ne faisait pas exception. Mais Amélie ne recula pas. Au lieu de la peur, il vit dans ses yeux une lueur de tristesse et de compassion. Elle s'approcha lentement du box, ignorant les avertissements muets des gardes. Sa main se tendit, non pas pour dominer, mais pour offrir. Elle murmura quelques mots en français, une mélodie douce et apaisante qui sembla calmer la fureur de l'animal. Contre toute attente, l'étalon cessa de s'agiter, ses naseaux frémissant à l'approche de cette présence nouvelle. Il baissa sa tête massive et vint délicatement flairer la paume de sa main, un geste de confiance et de soumission qu'il n'accordait à personne d'autre que Khalid. Le cheikh resta figé, le souffle coupé. Cette femme qu'il considérait comme une simple pièce dans son jeu de pouvoir venait de désarmer son plus puissant symbole de domination par un simple geste de douceur. Elle n'avait pas défié sa force, elle l'avait contournée, révélant une puissance d'un autre ordre, une force tranquille qui le laissait complètement désemparé. Une rage froide et irrationnelle l'envahit. C'était comme si elle avait violé son sanctuaire le plus intime, touché à quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Il s'avança d'un pas rapide et saisit son bras pour l'éloigner de l'animal, son emprise plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Ne le touchez plus jamais !» gronda-t-il, sa voix un murmure menaçant. Le contact de sa peau contre la sienne fut à nouveau une décharge, un rappel brutal de la nuit de noces, de cette attirance qu'il combattait de toutes ses forces. Leurs yeux se croisèrent, et dans les siens, elle vit non seulement de la colère, mais aussi une lueur de confusion, presque de la jalousie. Il n'était pas seulement en colère qu'elle ait touché son cheval. Il était déstabilisé qu'une créature si fière et si semblable à lui dans son esprit ait pu se rendre à une douceur qu'il s'interdisait à lui-même. Il la tenait fermement, mais c'était lui qui semblait prisonnier, piégé entre son orgueil de souverain et une vulnérabilité qu'elle seule parvenait à exposer. Ce soir-là, une nouvelle forme de silence s'installa entre eux dans leurs appartements. Ce n'était plus un silence d'ignorance ou de mépris, mais un silence lourd de conscience mutuelle, chargé de l'électricité de leur confrontation dans les écuries. Khalid la regardait différemment, non plus comme un contrat, mais comme une énigme, une adversaire digne de ce nom dans un jeu dont il ne maîtrisait plus toutes les règles. Il la vit près de la fenêtre, le dos tourné, contemplant le désert étoilé. Elle semblait si fragile dans la lumière lunaire, et pourtant il savait maintenant quelle volonté de fer se cachait sous cette apparence délicate. Il sentit un désir contradictoire de la briser pour reprendre le contrôle et de la protéger de ce monde brutal qu'il lui avait imposé. Cette dualité le rongeait, creusant une faille dans la citadelle de son cœur. Il comprit alors que la véritable bataille ne se livrait pas contre elle, mais contre lui-même, contre cette part de lui qu'elle avait réveillée et qui menaçait de tout détruire. Le temps de la tendresse fragile, des regards volés et des mains qui s'effleuraient dans l'ombre des colonnades, s'était achevé avec la brutalité d'un mirage qui se dissipe. La naissance du petit Omar avait été célébrée comme une bénédiction divine, la garantie de la lignée, la consécration de leur union. Amélie, pour la première fois, s'était sentie à sa place, non plus comme une étrangère liée par un contrat, mais comme la mère de l'héritier, la femme du cheikh qui peu à peu avait appris à lire dans ses yeux sombres. Elle se tenait aujourd'hui dans la grande salle du conseil, le cœur rempli d'une douce quiétude, attendant Khalid pour une annonce officielle. Les anciens du royaume étaient là, leurs visages graves et impassibles, mais elle n'y voyait plus une menace, seulement les gardiens d'un futur dont elle faisait désormais partie. Elle ne se doutait pas que le silence qui pesait dans la pièce n'était pas celui du respect, mais celui qui précède l'exécution, et que le bourreau serait l'homme qu'elle avait commencé à aimer. Khalid entra, non pas avec l'allure du père comblé, mais avec la démarche rigide d'un juge. Il ne la regarda pas. Dans sa main, il tenait une enveloppe de parchemin,
un simple rectangle de papier qui semblait peser plus lourd que sa couronne. Il s'arrêta au centre de la salle, sous le grand dôme doré, et le bruit du seau de cire qu'il brisa résonna comme un coup de feu. D'une voix blanche, dépourvue de toute émotion, une voix qu'elle ne lui connaissait pas, il commença à lire. Les mots étaient techniques, médicaux, froids comme l'acier d'un scalpel. Puis vint la conclusion, une phrase simple qui déchira le voile de sa félicité et la plongea dans un cauchemar éveillé. Le rapport confirme une incompatibilité génétique totale. Le père biologique de l'enfant n'est pas le cheikh Khalid al-Zahara. Le silence qui suivit fut absolu, un vide infini dans lequel Amélie sentit son âme chuter, tandis que des dizaines de pères dieux se tournèrent vers elle. Non plus avec respect, mais avec un mépris glacial. Le monde bascula. Les mosaïques complexes du sol semblèrent onduler sous ses pieds. Les visages des anciens se déformèrent en masques grotesques de jugement. Le sang se retira de son visage, laissant une pâleur de mort. Elle chercha le regard de Khalid, une ancre dans la tempête, mais ne trouva qu'un mur d'obsidienne, impénétrable et froid. La trahison. Le mot flottait dans l'air, invisible mais empoisonné, s'infiltrant dans ses poumons, l'étouffant. Elle voulut crier son innocence, hurler que c'était impossible, mais aucun son ne sortit de sa gorge nouée. C'était un piège, une erreur monstrueuse, une folie. Son esprit refusait de comprendre comment l'amour qui avait grandi entre eux, cette fleur fragile et précieuse, née dans le désert de leur arrangement, pouvait être anéanti par quelques lignes sur un morceau de papier. Elle n'était plus la sheikha, la mère du prince. Elle était redevenue une étrangère, une intruse, et pire encore, une menteuse et une adultère aux yeux de l'homme à qui elle avait offert sa confiance. Un murmure venimeux parcourut l'assemblée, un sifflement de serpent qui la déshabillait de sa dignité. Les regards qui, la veille encore, se posaient sur elle avec une déférence calculée, la transperçaient maintenant de dagues de mépris. Elle entendit des bribes de phrases, des mots lancés comme des pierres. L'étrangère, le sang impur, l'honneur de la dynastie souillée. Chaque chuchotement était une gifle, chaque regard une accusation. Elle était seule, exposée au centre de cette arène hostile, son honneur jeté en pâture aux loups. Et Khalid restait là, immobile, laissant la meute la dévorer. Son silence était la pire des condamnations, une confirmation tacite de sa culpabilité. Il l'avait jugée et condamnée sans procès, se fiant à la science froide plutôt qu'à la chaleur des nuits passées ensemble, à la vérité qu'il aurait dû lire dans son âme. La solitude qu'elle ressentit à cet instant fut plus vaste et plus aride que le désert qui entourait le palais. Puis, puisant dans une réserve de force qu'elle ne se connaissait pas, Amélie redressa la tête. Les larmes qui brûlaient ses yeux ne couleraient pas. Sa voix, quand elle parla, était un souffle brisé, mais vibrant d'une vérité désespérée. « C'est un mensonge », murmura-t-elle, son regard fixé sur Khalid, implorant, le suppliant de voir au-delà du rapport. « Je te le jure. Sur la vie de notre fils, je te le jure. Je n'ai jamais connu d'autre homme que toi. Comment peux-tu croire une chose pareille? Regarde-moi, Khalid. Regarde dans mes yeux et dis-moi que tu y vois une menteuse. » C'était un appel du cœur, un dernier pont jeté au-dessus de l'abîme qui venait de s'ouvrir entre eux. Elle mettait à nu sa vulnérabilité, son amour naissant, offrant sa sincérité comme unique défense contre la logique implacable du document qu'il tenait dans sa main. Elle attendit, le souffle suspendu, espérant un éclair de doute, un souvenir de leur intimité qui viendrait contredire la froideur des faits. Sa réponse fut le coup de grâce. Il ne la regarda même pas. S'adressant au conseil, comme si elle n'existait plus, il prononça la sentence. Les preuves sont irréfutables. La loi de Zahara est claire. La lignée doit rester pure. Puis, enfin, ses yeux se posèrent sur elle, mais ils étaient ceux d'un étranger, vide de toute chaleur, de toute pitié. Vous avez souillé mon nom et trahi la confiance de ce royaume. Vous n'êtes plus rien ici. Sans un autre mot, il lui tourna le dos et quitta la salle, ses pas résonnant sur le marbre comme des clous sur un cercueil. La lourde porte se referma derrière lui dans un bruit sourd et final, la laissant seule, brisée, au milieu de ses accusateurs. L'humiliation était totale, publique, irrévocable. Elle était tombée du plus haut sommet de l'espoir dans le plus profond abîme de la honte, condamnée par l'homme qui détenait non seulement son destin, mais aussi les fragments de son cœur. Les portes de l'aile et du palais s'étaient refermées sur Amélie,
comme celle d'un tombeau. On l'avait conduite dans des appartements élégants mais froids, dénués de toute chaleur personnelle, un exil doré au cœur même de sa prison. Le silence ici était différent de celui de leur chambre nuptiale. Il n'était plus chargé de tensions et de désirs inexprimés, mais d'un vide absolu, lourd et suffocant. Chaque tic-tac de l'horloge en marqueterie était une seconde de plus passée loin de son fils, une éternité qui la séparait de la chaleur de son petit corps. Elle passait des heures assise près de la fenêtre, le regard perdu sur une cour intérieure où personne ne venait jamais. Elle ne pleurait plus. Les larmes s'étaient taries, laissant place à une sorte de calme étrange, la quiétude du champ de bataille après le carnage. Elle revivait en boucle la scène dans la salle du conseil, non pas l'humiliation, mais l'instant précis où le regard de Khalid s'était vidé de toute reconnaissance, la transformant en une étrangère. C'était cette mort-là, la mort de leur connexion naissante, qui la hantait plus que toute autre chose. De son côté, Khalid s'était enfermé dans son bureau, un sanctuaire de bois sombre et de cuir où les cartes de son royaume s'étalaient comme des promesses de conquête. Mais le pouvoir avait un goût de cendre. Il avait agi comme un roi, protégeant la pureté de sa lignée, appliquant la loi sans faillir. Il avait gagné, alors pourquoi se sentait-il si profondément vaincu? Chaque document qu'il tentait de lire devenait flou. Les lettres dansant devant ses yeux pour former son visage, l'expression de trahison et de douleur qu'il avait transpercée malgré son masque d'impassibilité. Le silence de son bureau était assourdissant, rempli par l'écho de son serment. « Sur la vie de notre fils, je te le jure. » Il repoussait cette pensée, la chassait avec la fureur d'un homme combattant ses propres fantômes, mais elle revenait, inlassablement, comme la marée du désert. Il avait sacrifié la femme pour sauver le roi, et maintenant, le roi se retrouvait seul, avec le poids insupportable de sa couronne et de son silence. Les nuits étaient les plus longues, séparés par des murs de pierre et un abîme de fierté blessée. Il partageait, sans le savoir, la même insomnie. Amélie, dans son lit froid, serrait contre elle un châle qui portait encore vaguement l'odeur de son bébé, une torture douce amère qui était son seul réconfort. Elle fermait les yeux et revoyait les moments de tendresse volés. La façon dont la main de Khalid avait un jour frôlé la sienne dans les jardins, c'est un contact si bref mais si lourd de promesses. Khalid, lui, se tenait souvent sur son balcon, scrutant l'horizon où le sable rencontrait les étoiles. Le vent du désert, autrefois porteur de murmures de pouvoir, ne lui apportait plus que le souvenir du parfum de ses cheveux, un mélange de fleurs d'oranger et de pluie parisienne. Il se souvenait de son rire, une mélodie rare et précieuse qu'il avait entendue une fois, et ce souvenir était une lame qui tournait lentement dans la plaie de son cœur. Ils étaient deux âmes en exil, hantés par le fantôme d'un amour qu'ils avaient à peine eu le temps de nommer. Un soir, alors qu'il relisait pour la 100e fois le rapport médical, une dissonance commença à le troubler. Ce n'était pas une erreur dans les chiffres, mais une perfection trop lisse, une conclusion trop opportune. Le document était arrivé entre les mains de son grand vizir, apporté par un messager spécial, juste avant le conseil. Il se souvint alors du sourire fugace de son cousin Jafar lorsqu'il avait appris la nouvelle de la naissance. Un sourire qui n'était pas de la joie, mais du triomphe. Une image s'imposa à lui. La main d'Amélie sur l'encolure de son étalon, Fajr, apprivoisant la bête sauvage par la seule force de sa douceur. Était-il possible qu'une femme capable d'une telle connexion, d'une telle pureté d'intention, puisse être capable d'une trahison aussi vile? Pour la première fois depuis le verdict, une fissure apparut dans la muraille de sa certitude. Un doute, infime mais tenace comme une plante du désert, commençait à prendre racine dans le sol aride de son esprit tourmenté. Amélie, de son côté, puisait sa force dans la seule vérité qui lui restait, son amour pour Omar. Elle savait, avec une certitude qui transcendait la science et les lois des hommes, que cet enfant était le fruit de son amour pour Khalid. Cet amour, qu'elle avait cru anéanti, vivait encore en elle, transformé en une flamme protectrice. Elle commença à écrire. Chaque jour, elle remplissait des pages et des pages, non pas pour plaider sa cause, mais pour raconter son histoire à son fils. Elle lui décrivait Paris, la couleur du ciel au-dessus de la Seine, le goût des croissants chauds. Elle lui parlait de sa rencontre avec son père, de la peur initiale qui s'était muée en une fascination craintive, puis en un sentiment plus profond. Écrire était sa façon de se battre, de préserver la vérité pour celui qui comptait le plus.
Ces lettres, qu'elle cachait sous une lame de parquet, étaient un testament de son innocence, une ancre dans la tempête, la promesse qu'un jour, la vérité trouverait son chemin à travers le désert de mensonges. Khalid se tenait devant la grande fenêtre de ses appartements, la même fenêtre où ils s'étaient affrontés lors de leur première nuit. La lune jetait une lumière spectrale sur les dunes, transformant le paysage en une mer d'argent et d'ombre. Le royaume qu'il avait tant lutté pour protéger lui semblait soudain vide, un empire de sable sans reine. Il avait suivi la logique, les preuves, la tradition. Il avait fait ce que l'on attendait de lui, mais son cœur, cette partie de lui qu'il avait si longtemps gardée sous scellé, lui murmurait une autre histoire. Le silence n'était plus seulement l'absence de bruit, mais l'absence d'elle. Il sentait le poids de cette absence dans chaque recoin du palais, dans chaque bouffée d'air. Une question, terrible et potentiellement libératrice, émergea enfin des profondeurs de son âme. Et s'il s'était trompé? Et si, en voulant se protéger d'une trahison, il avait commis la plus grande injustice de toutes? Le doute était désormais un poison, ou peut-être un antidote qui commençait à couler dans ses veines. Le doute, d'abord une brèche infime dans le barrage de sa certitude, était devenu un torrent qui menaçait de tout emporter. Khalid ne dormait plus, hanté non par la trahison qu'il avait dénoncée, mais par la possibilité terrifiante de son erreur. Le souvenir du serment d'Amélie, la pureté désespérée dans ses yeux se superposait sans cesse à la froide logique du rapport médical. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, une intuition plus ancienne et plus puissante que la raison d'État, il décida d'agir. Au cœur de la nuit, alors que le palais dormait sous un linceul d'étoiles, il quitta ses appartements, non pas en roi, mais en ombre. Il ne cherchait plus à confirmer sa sentence, mais à trouver une faille, un grain de sable dans la machine parfaitement huilée qui avait broyé leur vie. Son instinct le guida, non pas vers les archives royales, mais vers les appartements privés de son cousin Jafar, dont le triomphe silencieux le jour du conseil lui revenait maintenant en mémoire comme une note discordante et venimeuse. Les couloirs du palais, autrefois témoins de sa puissance, devinrent le théâtre silencieux de sa quête. Chaque pas sur le marbre froid était un reniement de l'homme qu'il avait été, cet homme arrogant qui se fiait aux apparences et aux documents scellés. Il se déplaçait avec la furtivité d'un voleur dans sa propre maison, son cœur battant à un rythme inhabituel, un mélange de peur et d'une excitation fébrile. Il n'avait pas de plan, seulement une certitude grandissante que la vérité ne se trouvait pas dans les laboratoires, mais dans les secrets des hommes. Arrivé devant la porte du bureau de Jafar, il s'arrêta. L'air semblait plus lourd ici, chargé de l'odeur de cire et de parchemin ancien, mais aussi d'une ambition patiente et rance. D'une clé maîtresse qu'il portait toujours sur lui, il ouvrit la serrure sans un bruit, glissant à l'intérieur comme un fantôme, venu réclamer son dû. La pièce était plongée dans l'obscurité, seulement traversée par les rayons obliques d'une lune impitoyable qui illuminait la poussière flottant dans l'air. Ses yeux s'habituèrent rapidement à la pénombre, balayant la pièce à la recherche d'une anomalie. Son regard fut attiré par un coffre en bois de santal, discrètement placé derrière une lourde tapisserie. C'était un objet ancien, un héritage de leur grand-père, un endroit où Jafar n'aurait jamais pensé qu'il chercherait. Forçant la serrure avec la lame d'un coupe-papier, il l'ouvrit. À l'intérieur, parmi des documents de succession et des titres de propriété, il trouva ce qu'il cherchait, et bien plus encore. Il y avait 2 enveloppes. La première, jaunie par le temps, contenait un rapport médical datant de son adolescence, un diagnostic de stérilité prétendument irréversible, signé par un médecin depuis longtemps disparu. La seconde, d'une blancheur éclatante, contenait des lettres échangées avec un laboratoire en Suisse, détaillant la falsification du test de paternité d'Omar en échange d'une somme colossale. La vérité était là, crue et brutale, un double poison distillé sur des décennies. Le souffle coupé, Khalid s'adossa contre le mur, les documents tremblant dans ses mains. La pièce se mit à tanguer autour de lui. Ce n'était pas seulement l'innocence d'Amélie qui lui explosait au visage, mais le mensonge de toute une vie. Cette stérilité qu'il avait acceptée comme une faille secrète, une malédiction qui avait nourri son orgueil et sa froideur, n'avait jamais existé. Jafar l'avait empoisonné avec cette idée depuis sa jeunesse, le façonnant en un roi dur et méfiant, incapable d'amour véritable, pour mieux le briser le moment venu. Il avait construit sa vie sur une fondation de sable, et tout s'effondrait.
La douleur de sa propre stupidité, de sa cruauté envers Amélie, fut une agonie plus vive que n'importe quelle blessure physique. Il avait sacrifié la seule chose pure de sa vie sur l'autel d'une conspiration sordide. Il n'était pas un roi trahi, mais un idiot manipulé, et pire encore, un bourreau. La couronne lui parut soudain d'un poids insupportable. La rage et le remords fusionnèrent en une énergie nouvelle, pure et dévastatrice. Il n'y avait plus de place pour le doute ou la contemplation. Chaque seconde passée loin d'elle était une insulte de plus, un péché ajouté à sa longue liste. Il laissa tomber les papiers sur le sol, abandonnant les preuves de la trahison de son cousin pour se concentrer sur l'urgence de sa propre rédemption. Il se mit en marche, sortant du bureau non plus comme une ombre, mais comme une tempête. Ses pas résonnaient maintenant avec force dans les couloirs silencieux, une marche funèbre pour l'homme qu'il avait été et une course désespérée vers la femme qu'il avait détruite. Il ne pensait pas à Jafar, ni au trône, ni au royaume. Il ne voyait que le visage d'Amélie lors de son accusation, la lumière qui s'était éteinte dans ses yeux par sa faute. Il devait la rejoindre, la trouver, même s'il ne trouvait que son mépris, même s'il ne méritait que son silence. Il courait vers son jugement. Il arriva enfin devant les portes de l'aile est, gardé par deux hommes qui se figèrent à sa vue. Il ne leur adressa pas un mot, son regard fixé sur le lourd battant de bois sculpté. Cette porte, qui avait symbolisé leur séparation, la frontière de son exil doré, était maintenant le seuil de sa possible rédemption ou de sa damnation finale. Que trouverait-il derrière? Une femme brisée? Une femme qui le haïssait à juste titre? Il leva la main pour frapper, mais son poing s'arrêta à quelques centimètres du bois. Pour la première fois de sa vie, le cher Khalid al-Zahara, souverain du désert, homme de pouvoir et d'acier, eut peur. Il avait peur non pas d'être rejeté, mais de ne pas être digne de demander pardon. L'air autour de lui semblait se raréfier. Chaque battement de son cœur, un coup de marteau contre l'enclume de sa culpabilité. Il prit une inspiration profonde, l'odeur des jasmins de la cour lui rappelant son parfum, et il frappa. 3 coups, nets et hésitants. Le son d'un roi déchu suppliant à la porte de sa prisonnière. La porte s'ouvrit sans un bruit, révélant la silhouette d'Amélie découpée dans la lumière blafarde du couloir. Elle n'avait pas l'air surprise, seulement infiniment lasse, comme si elle l'avait attendue toute sa vie ou plus du tout. Elle portait une simple robe de nuit en coton blanc, si loin des soieries qu'il lui avait imposées, et ses cheveux blonds tombaient librement sur ses épaules, sans les artifices de la cour. Ses yeux, d'un bleu profond dans la pénombre, le fixèrent sans haine ni amour, mais avec le vide de quelqu'un qui a déjà tout perdu. Il vit les cernes sous ses yeux, la pâleur de sa peau, les marques de la souffrance qu'il lui avait infligée. L'air entre eux était lourd du parfum des fleurs de la cour et du silence de tout ce qui n'avait pas été dit. Il sentit sa propre respiration se bloquer dans sa poitrine, réalisant que le roi qu'il était n'avait aucun pouvoir ici, face à la dévastation qu'il avait lui-même créée. Il n'était qu'un homme, un pécheur à la porte du paradis qu'il avait incendié. Il fit un pas à l'intérieur, les documents froissés dans sa main comme un fardeau insupportable. Sa voix, quand il parla enfin, était rauque, brisée, méconnaissable. « Amélie » commença-t-il, mais les mots se perdirent. Il lui tendit les parchemins, un geste de reddition totale. Tout était un mensonge, pas toi, moi, ma vie. Il lui expliqua tout, dans un flot désordonné et fiévreux, la trahison de Jafar, le diagnostic de stérilité qui était une manipulation datant de son adolescence, la falsification du test de paternité. Chaque mot était un aveu de sa propre stupidité, de son orgueil aveugle qui l'avait poussé à croire un morceau de papier plutôt que la vérité qui brillait dans ses yeux. Il ne cherchait pas d'excuses, il ne faisait qu'étaler la laideur de sa faute à ses pieds, se dépouillant de sa couronne, de son armure, de tout ce qui le séparait d'elle, jusqu'à n'être plus qu'une âme nue, implorant la lumière dans l'obscurité qu'il avait choisie. Elle prit les feuilles, ses doigts effleurant les siens, un contact qui fut comme une brûlure pour lui. Elle lut, ses yeux parcourant les lignes qui avaient scellé son destin, son visage une toile où se peignait tour à tour l'incompréhension, le choc, puis une douleur si profonde qu'elle semblait la briser de l'intérieur. Une larme, une seule, roula lentement sur sa joue, une perle de souffrance pure qu'elle n'essaya même pas d'essuyer. Elle releva la tête,
son regard se voilant de la mémoire de l'humiliation publique, des murmures méprisants, de la solitude glaciale de ses murs. La vérité ne la libérait pas encore, elle ne faisait que rendre la blessure plus réelle, plus insensée. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, et cette simple question contenait tout le poids de son cœur brisé, non pas une demande d'explication, mais le cri d'une âme qui ne comprenait pas comment l'amour pouvait faire autant de mal, comment il avait pu la condamner sans même chercher à la croire. N'en pouvant plus de la distance qui les séparait, de la douleur qu'il lisait dans ses yeux, Khalid s'effondra. Il tomba à genoux devant elle, le grand cher de Zahara, l'homme qui ne s'était jamais incliné devant personne, posant son front contre ses genoux dans un geste d'abandon total. « Pardonne-moi » sanglota-t-il, les mots étouffés par le tissu de sa robe. « Mon orgueil, ma peur, ils m'ont rendu aveugle, j'ai été un lâche. Je t'ai détruite alors que tu étais la seule vérité dans ma vie de mensonge. Je ne te demande pas d'oublier, c'est impossible. Je te demande une seconde. Une seule seconde pour te prouver que l'homme qui est à tes pieds t'aime plus que son royaume, plus que son nom, plus que sa propre vie. Laisse-moi passer le reste de mes jours à réparer ce que j'ai brisé. Laisse-moi mériter ton pardon, même si je sais que je n'en serai jamais digne. » Sa voix était celle d'un homme noyé qui apercevait enfin la rive. Amélie resta immobile un long moment, le poids de son corps tremblant contre elle, le son de ses sanglots faisant écho à sa propre peine. Lentement, avec une grâce infinie, sa main se posa sur ses cheveux sombres. Ce n'était pas un geste de pitié, mais de communion. Elle sentit la chaleur de son crâne, la tension de ses muscles, la profondeur de son remords. Et dans ce contact, quelque chose se brisa en elle, non pas sa force, mais le mur de glace qu'elle avait érigé autour de son cœur pour survivre. Elle le sentait, elle le voyait, l'homme derrière le masque, aussi perdu, aussi blessé qu'elle. Elle ne prononça pas le mot « pardon ». Au lieu de cela, elle glissa ses doigts sous son menton et le força doucement à relever la tête. Leurs regards se croisèrent, noyés de larmes, et dans ce silence, une nouvelle vérité naquit, plus puissante que les mensonges et la trahison. Une vérité faite de failles partagées et de la possibilité fragile d'une reconstruction. Il se releva lentement, guidé par sa main, et leurs corps se retrouvèrent proches, à un souffle l'un de l'autre. La tension qui avait défini leur relation, cette attraction mêlée de peur et de défi, se transforma en une urgence pure, un besoin viscéral de se retrouver. Il posa ses mains sur son visage, ses pouces essuyant ses larmes, avec une infinie tendresse, comme si sa peau était la chose la plus précieuse au monde. Puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de domination ou de simple désir, mais un baiser de rédemption. C'était un torrent d'excuses silencieuses, de promesses muettes, et d'un amour si longtemps réprimé qu'il éclatait avec la force d'une crue dans le désert. Elle lui rendit son baiser avec la même ferveur, s'accrochant à lui, ses mains dans ses cheveux, le tirant plus près, comme pour effacer les jours de séparation, pour guérir par le feu de leur passion les blessures que les mots avaient ouvertes. Ils n'étaient plus un cher et son épouse sous contrat, mais un homme et une femme se retrouvant après une longue et terrible tempête. Si cette réconciliation passionnée, née des cendres de la trahison, a fait battre votre cœur, alors montrez-nous votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui croient au pouvoir du pardon et commentez ci-dessous pour nous dire quel moment de leur histoire vous a le plus touché. Votre engagement nous inspire à créer toujours plus de récits où l'amour triomphe des épreuves les plus sombres. Ne manquez pas la suite de leur histoire, où la justice devra être rendue et où un nouvel avenir doit être construit. Regardez la prochaine vidéo pour découvrir comment Khalid affrontera ceux qui ont conspiré contre lui et comment il reconstruira son royaume sur une nouvelle fondation, celle de la vérité et de l'amour. Le baiser s'acheva, mais leurs fronts restèrent collés, leur souffle se mêlant dans la quiétude de l'aube naissante. Les premiers rayons du soleil traversèrent la fenêtre, non plus comme les barreaux d'une prison dorée, mais comme la promesse d'un jour nouveau. Khalid prit doucement la main d'Amélie, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, qu'un geste qui n'était plus une prise de possession, mais un ancrage mutuel. Il la guida hors de la chambre, à travers les couloirs silencieux du palais. Ce n'était plus la marche glaciale de leur nuit de noces. Chaque pas était délibéré, uni. Les gardes et les serviteurs qui les croisaient s'arrêtaient, stupéfaits, non pas par la présence du cher, mais par la transformation de son regard. La dureté avait laissé place à une tendresse protectrice, une vénération presque palpable.
Il ne la précédait plus, il marchait à ses côtés, son égal, sa reine retrouvée. Il ne se dirigeait pas vers une fuite, mais vers une confrontation, vers la lumière crue de la vérité qui allait enfin laver l'affront. Il convoqua le conseil dans la même grande salle où l'honneur d'Amélie avait été publiquement piétiné. Les anciens prirent place, leurs visages graves, ignorant le drame qui se préparait. Jafar était là, au premier rang, son expression empreinte d'une fausse compassion qui masquait mal son triomphe. Quand Khalid entra, tenant Amélie par la main, un murmure parcourut l'assemblée. Il ne monta pas sur son trône. Il se tint au centre de la pièce, sur le marbre froid où elle s'était tenue seule. D'une voix calme, mais chargée d'une autorité nouvelle, il ne se contenta pas de présenter les preuves. Il raconta sa propre histoire, celle d'un prince empoisonné par le mensonge, d'un roi aveuglé par l'orgueil. Il exposa la conspiration de Jafar, non avec la fureur d'un homme trahi, mais avec la tristesse d'un homme qui avait failli à son devoir le plus sacré, protéger une innocente. Le silence devint absolu, pesant, tandis que tous les regards se tournèrent vers Jafar, dont le visage se décomposait sous le poids de la vérité. Alors, devant tous ces hommes qui l'avaient condamné du regard, Khalid se tourna vers Amélie. Son regard plongea dans le sien, un univers de remords et d'amour infini. Devant Dieu et devant mon peuple, je t'ai humilié, je t'ai accusé du pire des crimes alors que tu étais la seule vérité dans mon royaume de sable et de mensonges. Ma cécité a été ma plus grande trahison. Sa voix se brisa un instant. Il sortit de sa tunique le contrat de mariage original, ce parchemin qui avait scellé leur union comme une transaction commerciale. Lentement, délibérément, ses doigts puissants déchirèrent le document. Le bruit du papier se déchirant fut le seul son dans la salle, un son libérateur, l'écho de chaînes qui se brisent. Ce contrat était une insulte à ton cœur. Il n'a plus lieu d'être. Il laissa tomber les morceaux sur le sol, vestige d'un passé qu'il reniait à jamais, se tenant devant elle, sans rien d'autre à offrir que son âme mise à nu. Puis, sous les yeux ébahis de la cour, le souverain de Zahara posa un genou à terre. Il ne sortit pas un diamant ostentatoire, mais une simple bague en or tressé, celle de sa mère, un bijou chargé d'histoire et d'amour véritable. Amélie de Paris, fleur de mon désert, lumière de ma vie, pardonnes-tu à l'idiot qui n'a pas su voir le trésor qu'il avait? Acceptes-tu de devenir ma femme, non par contrat, mais par amour? Acceptes-tu d'être ma reine, mon conseillère, mon égale, pour tous les jours que le destin nous accordera? Des larmes coulaient librement sur les joues d'Amélie, mais c'étaient des larmes de guérison. Sa réponse fut un murmure, mais il résonna dans le cœur de chaque personne présente. Oui. Alors qu'il glissait la bague à son doigt, la salle éclata en applaudissements, non plus polis et protocolaires, mais sincères et joyeux. Il se releva et déclara d'une voix forte que leur fils Omar était et serait toujours le seul et unique héritier du trône, scellant leur avenir dans la joie et la légitimité retrouvée. Quelques semaines plus tard, le soleil couchant baignait les jardins du palais d'une lumière dorée. Amélie et Khalid se tenaient côte à côte, non pas pour une cérémonie officielle, mais pour contempler les plans d'un projet qui leur tenait à cœur. Il lui montra les esquisses d'un bâtiment moderne et élégant. « La Fondation Thérèse », dit-il doucement, « à Paris, le centre de recherche médicale le plus avancé d'Europe, pour que plus personne n'ait à sacrifier sa vie pour en sauver une autre. » C'était plus qu'un cadeau, c'était une réparation, un pont jeté entre leurs deux mondes, un hommage à la femme dont l'amour avait poussé Amélie à accepter l'impensable. Il lui annonça également qu'il avait amendé les lois de succession du royaume, y inscrivant que la valeur d'un souverain ne résidait pas seulement dans son sang, mais dans la sagesse de son cœur. Son amour pour elle n'avait pas seulement guéri son âme, il avait commencé à transformer son royaume, le rendant plus juste, plus humain. Ce soir-là, sur le balcon où il avait si souvent contemplé sa solitude, il regardait le désert s'endormir. Le petit Omar dormait paisiblement dans les bras d'Amélie, symbole vivant de leur amour indestructible. Le vent ne portait plus de murmures de trahison, mais le parfum des roses et la promesse d'un avenir serein. Khalid l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « On m'a appris que le désert était le vide, l'absence, » murmura-t-il à son oreille. « Tu m'as appris qu'il est l'endroit où tout peut naître, même la fleur la plus inattendue. Tu es mon oasis, Amélie. Tu seras toujours mon plus beau miracle. » Leur histoire, commencée dans le froid d'un contrat,
s'achevait dans la chaleur d'un amour plus fort que l'orgueil des rois et le sable du temps. Si leur voyage vous a ému, partagez dans les commentaires le moment qui a le plus touché votre cœur. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine histoire, une nouvelle promesse d'amour et de rédemption. Merci de nous avoir suivis.